Ok. Ce que je vous propose, du coup, c'est de redérouler en quelques slides peut-être la méthode rapidement. Et puis après, on n'est pas nombreux, donc moi je pensais que ça se prête très bien à une discussion en fait un peu à bâton rompu autour de vos questionnements, de vos interrogations, et puis autour de ces questionnements, en fait, on pourra vous présenter en fonction de vos attentes différents exemples de ce qu'on a pu faire, Sabine ou moi, en utilisant cette méthodologie-là. Si ça vous convient, je pense qu'on va faire comme ça. Ok. Donc, Avoid, en fait, à la base, c'est vraiment un outil qui est un outil d'analyse de vulnérabilité et j'insiste sur la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va s'intéresser plus, en fait, à la notion de prise de risque contrôlée qu'à la notion du risque en lui-même. D'accord. Quand je dis ça, ça veut dire que prendre des risques, on a le droit, voire c'est même conseillé parfois. Et Maïté, je reviens sur la notion qui est dans l'ISO. C'est à la fois la notion de prise de, c'est la notion de risque, mais c'est aussi la notion d'opportunité qu'il y a derrière. Donc, on va s'intéresser justement à cette notion de risque vue du côté des vulnérabilités, c'est-à-dire vue du côté maîtrise de risque et amélioration de cette maîtrise de risque, avant de s'intéresser au risque en lui-même, sur lequel souvent on ne peut pas grand-chose en fait. Donc, si je refais un peu la genèse de cet outil-là, il y a une quinzaine d'années maintenant pour moi, j'étais DSI. On m'a demandé en fait de mettre en place la PSSI, donc le plan de sécurisation des systèmes d'information du laboratoire de recherche dans lequel je suis, un laboratoire PACT, qui est un des laboratoires de recherche de Sciences Po Grenoble. Cette PSSI, en fait, le CNRS a donné une méthodologie qui était la méthode MEARE pour travailler. MEARE, pour ceux qui connaissent, c'est une anéome pour faire l'identification des risques. Autant vous dire, quand vous travaillez sur des systèmes d'information, une anéome pour identifier les risques, votre système, il a largement bougé et ça ne sert plus à grand-chose de faire l'analyse de risque derrière. Donc, en parallèle de ça, on commence à rentrer, il y a une quinzaine d'années, dans des considérations au niveau notamment des dépôts de projets, de recherche nationaux et internationaux. On commence à demander des analyses de risque. Et du coup, on s'est intéressé avec des collègues chercheurs à comment on fait une analyse de risque sur un projet, sachant que quand on doit monter une analyse de risque sur un projet, on n'a pas le temps en général. Et le constat qu'on a fait en fait le constat qu'on fait le constat que je fais sur ces analyses de risque là, c'est que quand on n'a pas le temps de les faire, le manager il n'a pas le temps de les faire, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc on est parti sur l'idée d'avoir une méthodologie qui est à la fois rapide, efficace, fiable pour prendre de la décision. D'accord ? Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être exhaustif. Mais c'est quelque chose qui va éclairer sur certains points en fonction du temps qu'on a à y consacrer, globalement. Donc, si je reviens rapidement sur la norme ISO 31000, la norme ISO 31000 qui est la norme les principes et les lignes directrices du management des risques, en fait, le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un objectif. Donc, l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un objectif, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que si vous partez d'un point A pour aller à un point B, il se passe quelque chose au milieu qui, au lieu de vous emmener sur le point B, vous emmène sur un point C. Quand vous travaillez, quand vous êtes sur de l'organisationnel, ce changement de cible, ça s'appelle un dysfonctionnement. Et globalement, tous les dysfonctionnements sont des risques.
C'est pas l'inverse, c'est pas vrai. Tous les risques ne sont pas des dysfonctionnements. Hein. Un tremblement de terre, c'est un risque, c'est pas un dysfonctionnement. Mais dans le sens là, tous les dysfonctionnements sont des effets de l'incertitude sur l'atteinte d'un objectif. Tous les dysfonctionnements sont des risques. Ça, c'est important parce que vous allez voir que la méthode, elle se base en fait sur du travail en groupe. Et le fait de dire on travaille sur des dysfonctionnements, ça fait souvent beaucoup moins peur aux collègues managers que de travailler sur des risques. Parce que quand vous leur dites on va travailler sur des risques, ils vous disent mais non, il n'y en a pas des risques. Moi, je contrôle tout. Alors que sur les dysfonctionnements, ils ont l'habitude qu'il y en a. Donc, la norme nous dit que c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un objectif, et la norme nous dit aussi que son niveau se mesure en combinant impact et probabilité d'apparition. Et du coup, on va commencer à travailler avec une grille de questionnement sur une matrice impact-probabilité. Et vous voyez que cette matrice, elle est divisée en 5 niveaux. Les probabilités de rare à quasi certain, l'impact de non significatif à très significatif. Ça, on ne le sort pas de notre chapeau, en fait. Ce sont des grilles qui sont utilisées par KPMG, en fait, pour faire leur analyse de risque. Et c'est des grilles qui sont accessibles sur Internet, donc on peut les utiliser. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le fait d'avoir 5 niveaux ne veut pas dire que tout le monde va se placer au milieu, en fait. On n'a jamais eu ce problème-là en 15 ans d'utilisation de la méthode, on n'a jamais eu ce problème-là. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, ça c'est la notion de risque, mais nous on va s'intéresser à la notion de vulnérabilité. Et la notion de vulnérabilité, c'est la faiblesse du système qui va le rendre sensible à la menace, la vulnérabilité. D'accord? Alors, ces définitions, vous les retrouvez dans un guide de ISO qui s'appelle l'ISO Guide 73, qui vous reprend l'ensemble des définitions et du vocabulaire au niveau du risque. Et le vocabulaire au niveau du risque, il est assez complexe et précis. Du coup, c'est un document qui est quand même super important à avoir. Donc, faiblesse d'un système qui va le rendre sensible à une menace. Comment on va traduire ça? On va traduire ça en fait en travaillant sur un cube de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va avoir la première approche impact-probabilité. Ça va nous donner un niveau de risque. D'accord? Ce niveau de risque, c'est la surface que vous avez là. Et après, on va rajouter une composante qui va être la maîtrise de ce risque-là. Quels sont les moyens de maîtrise mis en place et quel est le niveau de pertinence de ce moyen de maîtrise. À partir de là, on va travailler sur un outil, un objet en 3 dimensions qui va être la vulnérabilité. C'est-à-dire que, si je rentre un peu dans le détail, on va avoir notre carte des risques, impact, probabilité. On va être sur une surface. On va se positionner sur un risque très significatif quasi certain, ici. Il est sur une zone rouge foncée, donc il va être très élevé. Et du coup, ça va être l'ordonnée de cette nouvelle matrice de vulnérabilité. Et ici, vous avez le niveau de maîtrise qui va de très faible à très élevé. Soit vous ne maîtrisez pas votre système et vous êtes sur une zone d'alerte où il va falloir prendre des décisions de j'y vais pas. Soit vous êtes sur un niveau de maîtrise plutôt élevé et là, vous allez être sur une zone où il va plutôt falloir mettre en place de la qualité. Donc, si on s'intéresse au manager face au risque, hein, son métier, c'est ce que je disais tout à l'heure, le métier du manager, c'est de prendre des décisions sans toutes les données, parce que quand on prend une décision en management, on n'a jamais l'information totale, on n'a jamais toutes les données, et en fonction de son caractère, avec plus ou moins d'appétence au risque. Il y a des gens, ils adorent ça, et puis il y en a d'autres, il faut que tout soit sous contrôle. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre personnalité que ça va jouer. Le besoin du manager, ça va être d'augmenter son spectre de visibilité. Moi, quand on me demande qu'est-ce que je fais comme boulot, je dis, mon boulot, je vois un peu plus loin que mon chef et je vois un peu plus large que mon chef, en fait. Et du coup, quand on prend une décision, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'indicateurs dans le vert pour pouvoir avoir une décision éclairée. Donc, une analyse de vulnérabilité, même succincte, même non exhaustive, c'est déjà une aide à la décision. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir identifier les vulnérabilités de notre système et les évaluer en les hiérarchisant.
Et l'outil va permettre de proposer aussi des scénarios pour voir quels moyens de maîtrise on peut envisager. Donc, la vulnérabilité, l'outil vous permet de dessiner ces cartes-là. Hein, on verra après comment, mais l'outil permet de dessiner ces cartes-là. Ou ici, je suis sur une cartographie des vulnérabilités de mon système. Je vois que j'ai des risques qui sont en zone plutôt rouge. J'ai des risques qui sont dans une zone jaune et j'ai des risques qui sont dans une zone verte. Ceux qui sont dans la zone rouge, il faut que le décideur décide. Ça veut dire quoi quand on est dans cette zone-là? Ça veut dire que on n'a pas, on a défini, en fait, on a trouvé toutes les, on a cherché toutes les possibilités de minimiser le risque et on ne les a pas trouvées. On n'en a pas trouvé qui minimisent le risque suffisamment pour nous faire sortir de cette zone rouge. Donc ici, soit j'y vais, soit j'y vais pas, mais si j'y vais en connaissance de cause. Je sais que j'ai des risques forts à un moment donné. Quand je suis ici, je suis sur une zone, la zone jaune en fait, je suis sur une zone où globalement, j'ai aujourd'hui un niveau de maîtrise plutôt élevé de la prise de risque. Donc mes moyens de maîtrise existent et sont plutôt pertinents. Par contre, ça veut dire qu'il faut les consolider impérativement. Parce que si le moyen de maîtrise, c'est le super technicien qui sait faire et que le technicien qui sait faire, il part à la retraite l'année prochaine, et que vous n'avez pas consolidé ça, vous allez retomber ici et votre risque il va rebasculer à un moment donné. Si ici, votre maîtrise de risque se base sur un procédé très précis et que votre procédé il n'est pas décrit quelque part, ça ne va pas marcher non plus. Donc ici, l'outil vous dit ce qu'il faut faire, c'est plutôt mettre en place du processus qualité pour décrire ce qu'on fait et puis faire ce qu'on a décrit derrière. Ça peut être aussi, si vous avez du one-shot, par exemple, vous devez réaliser des travaux de désamiantage, par exemple. Vous devez réaliser des travaux de désamiantage. Soit vous prenez le premier Pékin qui passe et puis vous lui demandez de désamianter, et là, votre risque il va être complètement élevé parce que vous ne maîtrisez rien du tout. Soit vous prenez la personne qui est estampillée, qui est certifiée comme désamianteur officiel, qui a le bon certificat, et là, vous avez votre maîtrise de risque qui est élevée. Donc, en fonction de... En complément de ce que dit Thierry, par exemple, souvent dans les organisations, on a des problèmes de compétences des personnels. Et on tombe souvent sur le moyen de maîtrise du risque par la formation. La formation devenant un moyen de maîtrise du risque et donc qui fait baisser le risque et on peut être en maîtrise. La question, c'est que dans ce cas-là, vous allez faire baisser votre risque, mais là où il faut être vigilant, c'est de bien mettre en place le plan de formation derrière et de former les gens. Autrement, vous avez fait une analyse des risques qui disait que si vous formiez les gens, votre risque passait juste en zone de surveillance, mais il faut quand même vérifier derrière que les plans d'action sont bien mis en place pour former les gens. Autrement, on n'est pas dans du dispositif vraiment qualité, quoi. On invente des moyens de maîtrise, mais on ne les met pas en place. Et ça, du point de vue si du point de vue de la science dure, c'est moins fréquent, dans les organisations, et ça arrive souvent. Donc, un point de vigilance quand même sur les moyens de maîtrise. Et justement, comment vous prouvez après que vous avez mis en place le plan d'action? Alors après, c'est la notion de plan d'action. Donc en fait, la méthodologie, je l'ai pas repris ce slide-là en fait, mais la méthodologie qu'on utilise en fait dans cette méthode, elle vient de l'ISO 31000 en fait. Et l'ISO 31000, c'est un PDCA. Le plan, c'est l'identification des risques jusqu'à la description des moyens de maîtrise. Et après, le DO, on rentre dans la phase de mise en œuvre de plan d'action, etc. Et en fait, l'outil, là, ne travaille que sur le plan. D'accord. On n'est pas... En fait, une fois qu'on a ça, en fonction, mais on va le voir après, en fonction de ce qu'on va avoir décidé, on a un projet à mettre en place pour mettre avec un plan d'action et puis un contrôle des résultats, une amélioration,
Et là, d'amélioration. on est purement en démarche ISO pour toi, Maïté, qui est certifié. C'est-à-dire que derrière, tu vas avoir des dispositifs de surveillance que les moyens de maîtrise que tu as mis sont bien mis en place et qui produisent des résultats. Et du coup, tu peux reboucler sur ton système de maîtrise des risques si tu as besoin ou pas, si ça se gère simplement autrement. Okay. L'outil va permettre de faire de l'identification de risques, de l'évaluation et de l'ordonnancement des risques, de la description de moyens de maîtrise existants, de la requalification des risques, de la prospective sur des moyens à mettre en place et de dessiner le futur niveau de risque une fois que ces moyens seront mis en place. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut regarder l'outil, on peut regarder aussi les moyens de maîtrise qu'on veut mettre en place en fonction d'un certain nombre de leviers et de critères qui vont nous permettre de nous aider à la décision en fonction des coûts, des délais, de l'impact sur le système. Enfin, c'est vous qui décidez des critères. Et en fait, je vous ai montré donc tout à l'heure un cube à 3 dimensions, mais en fait, l'outil, c'est un hypercube à 12 dimensions, en fait. Ici, dernier niveau, on surveille les risques parce qu'ici, on est sur des risques faibles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre aussi des indicateurs ici pour éviter que ces risques-là, ils grimpent et ils se retrouvent dans la zone rouge après. L'outil propose cette vision globale, en fait. Donc, on a la carte des risques bruts, c'est-à-dire ça, c'est les risques absolus. Donc, c'est un outil, en fait, il faut peut-être que je revienne à la base, en fait, mais Avoid, c'est à la fois cette méthodologie de travail qui est basée sur l'ISO 31000 et c'est aussi un outil c'est aussi un outil de saisie de données, en fait. Donc, c'est un tableur Excel où on va rentrer de la donnée en ligne. D'accord. Et on le verra après, je vous ferai une petite démonstration, mais on va rentrer de l'outil en ligne, on va rentrer de la donnée en ligne. Cette donnée va d'abord décrire le risque. Qu'est-ce que c'est comme risque? Le risque, il est là, augmentation, manque d'identification, de structuration d'un partenariat, par exemple. Quel est son niveau de risque absolu, c'est-à-dire le risque qu'on a le risque maximum possible aujourd'hui? On a forcément des choses qui existent déjà, des moyens de maîtrise qui existent déjà, on va les décrire, on va recoter le risque qui va nous donner un niveau de risque résiduel. Et puis, on va dire, est-ce que ce moyen de maîtrise, il est pertinent ou pas? S'il est pertinent, je vais être dans une zone de maîtrise plutôt élevée. S'il n'est pas pertinent, je vais être dans une zone de maîtrise faible. Donc là, mon outil, il va me positionner mon risque sur la matrice de vulnérabilité aujourd'hui. On va travailler en prospective et ici, on va être dans une étape où on va dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait inventer pour que le risque il soit vraiment diminué. Et là, on se positionne dans le cadre de dire on a tous les moyens possibles. On est un président d'université, on a tous les moyens possibles. On est un manager d'entreprise, c'est vous le patron. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut imaginer mettre en place? On n'a pas de contrainte d'argent, on n'a pas de contrainte de temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne mieux? Et à partir de là, on va de nouveau repositionner le risque une fois qu'on aura mis ce truc-là en place. Ça va nous faire bouger notre risque sur cette nouvelle matrice. Et puis, on va estimer la pertinence de ce nouveau futur moyen de maîtrise. Et ça va nous donner une carte de vulnérabilité à échéance. Ici, on a la visibilité du risque et de la vulnérabilité aujourd'hui. Ça, c'est une photographie à l'instant T. Ici, on est sur de la prospective. C'est-à-dire, demain, quand on aura mis en place un certain nombre d'éléments, on va être à ce niveau-là. Ici, on a une lecture uniquement du risque. Ici, on a une lecture uniquement de la vulnérabilité. Et donc, l'outil permet d'avoir cette vision globale. Et il permet aussi… Juste pour ça, la dimension prospective que l'on a sur le tableau, c'est-à-dire les deux tableaux que vous avez sur votre droite, c'est vraiment là où on est dans la prise de décision. Parce qu'on peut dire à un décideur, si jamais tu mets ça en place,
si jamais on finance ça, et ben voilà, notre risque, on peut le maîtriser de telle ou telle manière. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus seulement sur les pratiques fréquentes de dire on fait du contrôle, de la mesure de dysfonctionnement et autres, et on le cote et autres. Non, non. À un moment, on dit, et si on fait quelque chose, qu'est-ce qui va se passer sur mon système? Qu'est-ce qui va se passer sur le point que j'ai observé qui pose des problèmes? Et à ce moment-là, et on va vous montrer après les leviers sur lesquels on travaille, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le moyen de faire prendre une décision. Et Et c'est là où on redonne le pouvoir à chacun, que ce soit un décideur qui est un directeur, un responsable, ou que ce soit des personnes qui travaillent directement sur l'objet. Ça permet d'aller vers les différents acteurs concernés en disant, ben voilà, si on met ça en place, a priori, on a décidé ensemble que voilà le résultat qu'on avait. Et donc là, vraiment, on est dans une logique de transformation et du changement. Voilà, c'est là où oui. Ouais, Moi, je le voyais aussi comme une possibilité, justement, lorsqu'on propose une stratégie de changement, un plan de changement. Oui. Comment on peut accompagner? Parce que bien souvent, les CODIR ou la grosse difficulté, c'est qu'on présente un plan de changement, une stratégie de changement, mais on n'a pas forcément tous les éléments factuels, des outils pour amener la décision d'une manière voilà, qui Tout puisse à être fait, oui. entendue par les Tout dirigeants. à fait. Tout à fait. J'ai deux exemples, Stéphane, par rapport à ce que tu poses là. Le premier, c'est que c'est vraiment un outil qui permet de visualiser. Donc, on n'est pas obligé de raconter toute l'analyse de risque au décideur pour lui montrer ce que l'on peut faire de transformant. Sachant ça peut... juste parce que l'outil vous permet aussi d'avoir ce document-là qui est un rapport semi-automatique où là, on voit risque par risque, on voit bien, on part de là pour arriver là. C'est juste pour ça alimente ton propos. Oui. Vas-y, continue, Sabine, excuse-moi. Mais je crois que j'ai perdu le fil. Non, ça y est, je l'ai retrouvé. En fait, si il n'était pas loin. Donc, exemples. Stéphane, l'autre élément que j'ai, c'est par exemple, donc moi je suis à l'Université de Lorraine et comme dans beaucoup de grands établissements, on travaille sur des schémas directeurs immobiliers. Sur les 5 ans qui viennent, on a un schéma directeur immobilier en lien avec l'État, les partenaires, etc. Et j'ai fait une analyse de risque sur le risque de ne pas le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre? C'est-à-dire que globalement, l'outil est lui-même le résultat d'analyse de risque et c'est un résultat d'une stratégie. Et on peut aussi utiliser l'outil sur la difficulté qu'on peut avoir à mettre en œuvre un projet pour regarder quels sont les leviers qu'on a derrière pour le mettre en œuvre et pour le soutenir. C'est-à-dire que comme l'outil nous permet de croiser un certain nombre de dimensions et d'être dans de l'approche prospective, on peut l'utiliser à des fins relativement différentes quand on maîtrise bien l'outil, quoi. Et nous, ça a permis quand même de dire, attention, on a dit dans notre schéma directeur qu'on voulait faire ça. C'est clair, c'est ce qu'on veut faire, mais on a un risque de ne pas y arriver dans les délais parce que notre équipe, elle n'est pas assez solide, parce que on a du mal à savoir quelle est l'évolution, par exemple, de la formation dans le monde universitaire. Est-ce qu'on va passer en tout à distance? Est-ce qu'on aura encore besoin d'amphi? Est-ce qu'on aura encore besoin d'autant d'espaces pédagogiques? Quelle forme ils devront avoir? Et on voit bien qu'on va poser des questions qui viennent nourrir à nouveau la construction du projet. D'accord. Très intéressant. Vous voyez toujours mon écran? Je vous prends. Ça c'est l'outil. Donc, je vous l'ai dit, un classeur Excel, en fait. Je vous prends l'exemple là je travaille en ce moment sur la création d'une université au Vanuatu. Et donc, on a fait une analyse de risque. Cette analyse de risque, à la fin, on a rendu en fait un rapport sur les risques avec les risques en gouvernance et stratégie qui sont là. Et on a les risques en pilotage, les risques en formation et les risques en système d'information. Donc, je sais pas, je crois qu'on en a identifié autour d'une centaine, 120, quelque chose comme ça, 120 risques, ça doit être à peu près. Je vous prends celui sur la gouvernance et la stratégie. Donc, j'ai l'identification de mon projet. En combien de temps? Pardon? Thierry, en combien de temps?
c'est moi qui ai piloté le truc et j'ai sorti le rapport au bout de 4 demi-journées. D'accord. J'ai pris une demi-journée par spot en fait. J'ai travaillé, on était 4 sur l'audit. Sur les 4, en fait, il y en avait un qui regardait la partie gouvernance, un qui regardait la partie pilotage, une qui regardait la partie formation et moi qui regardais la partie numérique. Et je les ai interviewés un par un, puis je me suis auto-interviewé sur la partie numérique. Et on a du coup, ça nous a permis, en 4 demi-journées, on avait fait le rapport Donc, Philippe, pour compléter, c'est 4 demi-journées par quelqu'un qui est expert de la méthode Voilà, et qui c'est ça. interviewe des personnes qui sont experts du sujet sur lequel on les interviewe. C'est ça. D'accord. Moi, quand je l'utilise en accompagnement du changement et en travail d'analyse organisationnelle, d'accord, souvent, on travaille sur du plus long terme et il faut accompagner l'identification des risques par un travail préalable de groupe. Il faut les reformuler et il faut travailler sur les cotations. On est là, on peut aller d'une demi-journée sur un projet où quelqu'un maîtrise très bien, ou quelques heures, même Thierry et moi, quand on est avec un chef de projet, notamment en recherche, un scientifique qui monte un projet, on fait une analyse de risque avec lui pour documenter son projet et l'aider à le réingénierer. En 2 heures, on a fait le travail. Quand on est sur de l'accompagnement au changement organisationnel sur des problématiques diverses, on peut mener un travail comme ça sur plusieurs mois. C'est un outil à géométrie variable, en fait. Hein. C'est vraiment un outil à géométrie variable. Et c'est plus qu'est-ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'analyse de risque, c'est le job à faire. Je monte une ANR, j'ai besoin de 10 lignes sur l'analyse de risque. Je monte un audit, j'ai besoin d'un rapport sur les risques. OK. Puis il y a un moment où l'analyse de risque va être le prétexte à accompagner le changement, le prétexte à faire de la réassurance de partenaires, le prétexte à accompagner une équipe en difficulté. Et en fait, ça devient un objet frontière, en fait, ce truc-là. Ça devient vraiment un objet frontière qui va permettre d'aller discuter et faire remonter, faire travailler les gens ensemble. Ça, et parce que le risque, ça concerne tout le monde et c'est quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça devient ce qu'on appelle va appeler en sociologie. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle un objet frontière en sociologie, en fait, c'est-à-dire un catalyseur de discussion et de travaux. Justement, pour faire avancer une heuristique, parce que là, ce que je voyais, est-ce que, par exemple, vous avez utilisé des outils comme, je ne sais pas moi, des outils qui amènent les gens à exprimer ce qu'ils ressentent, style photolangage ou d'autres outils? Alors, voilà, ça va dépendre. Ça va sur dépendre. ce type de travail, moi, je l'utilise à l'université, notamment sur des problématiques humaines, managériales et organisationnelles. Voilà. Et dans ce cas-là, Philippe, je ne pars jamais de l'analyse de risque. Je vois les gens, on discute, on essaye d'identifier les problèmes. Par exemple, pour te donner un exemple, j'ai travaillé sur une problématique de contrats et conventions. Dans les universités, les contrats et conventions, c'est quelque chose qui est très long à faire signer. Le chercheur est mécontent, l'entreprise attend. Tout le monde a un problème sur cette politique de contrat, du juriste au chercheur, tout le monde a un problème. Je me suis trouvée confrontée avec une équipe de valorisation qui commençait à craquer parce que la pression était très forte, ils n'arrivaient plus à s'en sortir de comment on améliorait. Et en fait, pour rejoindre ce que tu disais, j'ai travaillé avec eux sur le contrat pourri. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il est là. Je me souviens que tu l'avais présenté. Ça, et en fait, quand on a travaillé sur ça, c'était mieux. La demi-journée où on a fait ce travail, on a identifié 150 raisons qui faisaient que le contrat, ça ne marchait pas. J'ai laissé les gens écrire sur des post-it ce qu'ils voulaient. On a du coup fait baisser la pression de chaque personne par rapport au problème et où elle se sentait concernée.
C'est-à-dire que D'accord. l'émotion a pu être posée puisqu'on s'est intéressé à l'objet du problème. Et en une demi-journée, on a créé le rapport de confiance. On a recensé tout ce qu'ils avaient sur les tripes et autres. Bien sûr, on a identifié ce qui marchait aussi, hein, parce que on leur reprochait beaucoup de choses, mais ils avaient aussi des choses qui marchaient bien. Donc, c'est là où tu es dans de l'accompagnement de groupe. Et ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'analyse de risque. Mais au départ, je ne le savais pas. Voilà. Et en plus, j'avais 6 juristes sur les 12 personnes. Et les juristes, ils considèrent tous qu'ils sont spécialistes de l'analyse de risque. Donc, je n'allais pas commencer par poser l'objet, d'accord? Par contre, après, on est tous tombés d'accord que c'était la bonne façon de travailler. On a identifié tout ce qu'ils avaient déjà fait. C'était donc des moyens de maîtrise existants par rapport à ce que montrait Thierry tout à l'heure dans l'outil. D'accord? On avait déjà des moyens de maîtrise. Donc, on a pu regarder quelle était la maîtrise du risque avec ces moyens de maîtrise. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait plein de choses, mais que notre risque il restait très élevé après ce qu'on avait fait. Et ça, Maïté, c'est super intéressant par rapport à ce que tu exprimes. C'est-à-dire qu'on peut avoir mis plein de choses en place, mais que le risque il reste élevé. Ce n'est pas parce que tu as mis une procédure, ce n'est pas parce que tu as formé quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as réorganisé un service que ton risque il n'est plus là. Tu peux très bien avoir ton risque encore très élevé. Et là, c'est très important de pouvoir savoir de qui relève la responsabilité de prendre le risque à un moment. On peut encore inventer des choses, pourquoi pas, mais à un moment, quand on fait peser sur les juristes la responsabilité que le président ou le directeur n'ait plus aucun risque quand il signe, ben, ce n'est pas possible. Ils vont continuer à négocier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque. Alors que le président ou le signataire du contrat doit pouvoir à un moment décider qu'il signe, même qu'il y a encore des risques. Et vous voyez là, Stéphane, par rapport à ce que vous disiez sur la conduite du changement, on est bien sur de la conduite de changement de culture, de valeur, de positionnement professionnel et de réorganisation d'activité, où les niveaux de décision arrivent sur des personnes très différentes et avec des choses très différentes pour mener ce travail. Et là, moi, clairement, sur ce travail-là, une partie des risques ont été reposés au niveau de la direction de l'établissement politique en disant « mais c'est à vous de prendre ce risque ». Vous n'avez pas à faire reposer sur les C'est à vous de prendre la décision de prendre ou pas. À un moment, on doit faire le point au bout de 6 mois qu'on analyse un contrat en disant bon, on en est là, on ne s'en sort pas. La propriété intellectuelle, on n'arrive pas à la garder chez nous. L'employeur ne veut pas. Philippe, vous aviez une question? Oui, j'avais une question. Excusez-moi, j'ai été violemment déconnecté. J'ai un problème de carte. C'est pas nous, hein? Non, j'ai un problème de carte et voilà. Bon, j'ai été sorti. J'ai hélas pas pu suivre toute la présentation. Bon, me voilà de retour. Donc, excusez-moi si je pose une question que vous avez déjà traitée. La question autour de cette décision, c'est l'évaluation de la non-décision. Oui. L'évaluation du risque lié à la non-prise de décision. Parce que je suis au quotidien plutôt confronté à ce genre de situation, à la non-décision qu'à la décision. Ah, on est en milieu universitaire. Comme chacun le sait, le mode de fonctionnement par défaut de l'université étant la panne, il lui arrive de tomber en marche. Hein. Bon, voilà. Oui. Je te prends le… Oui, Philippe, juste… en milieu universitaire, je suis d'accord avec vous, on considère sur l'inertie pour résoudre le problème, d'accord? Donc, on peut passer des mois, une année, sans, par exemple, quelqu'un à un poste stratégique en considérant que ça va se résoudre, par exemple. On a énormément de choses comme ça et la partie d'analyse, en fait, c'est de réussir à avoir la légitimité pour pouvoir mener le travail, pour être un conseiller légitime auprès du décideur. La question, elle est là sur la non-décision. S'ils sont dans la non-décision, on ne les change pas. Donc, à un moment, comment on crée la légitimité sur les postes que nous occupons pour que nous puissions accompagner quelque chose vers la prise de décision? Et là, on tombe sur des choses très managériales, très leadership et autres, parce que le coût de la non-prise de décision est énorme, bien entendu, mais pas toujours. Parfois, c'était super de ne pas prendre une décision au milieu universitaire. C'est bien ça le problème. Je partage cette analyse. Oui. Pour revenir à l'outil et à la méthode, en fait, je vous prends l'exemple des risques de gouvernance et stratégique qu'on a identifié sur le Vanuatu. Donc, il y a un outil de saisie d'informations, d'accord,
qui permet de fabriquer les cartes et qui permet de fabriquer ce rapport. Et en fait, ton risque de non-décision, en fait, il se voit immédiatement, il est très, très visuel, en fait, avec cet outil-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu es ici. Si tu ne prends pas la décision, tu restes là. Si tu prends la décision, tu viens ici. Tu te positionnes ici. Si tu prends tu prends pas de décision ici, tu restes là, sinon tu viens ici. Alors, il y a des fois où ça arrive, tu vois, ici, tu ne prends pas la décision, ça ne va pas changer fondamentalement ta vie. Tu maîtrises le risque, tu prends ta décision, tu minimises un petit peu les risques, mais pas plus que ça. Celui-là, on va regarder on va regarder pour celui-là, typiquement les leviers qu'on a ici, l'impact. Alors nous, on a choisi impact sur le développement, impact financier, délai de mise en œuvre, impact sur le développement économique et culturel. Globalement, tout est dans le vert. So, let's go. Ça coûte pas cher, c'est pas compliqué à mettre en œuvre, c'est court à mettre en œuvre. Ça a un bel impact financier, un bel impact sur le développement économique. On y va, on va le faire, même si ça ne change pas la vie du truc. Par contre, on va se retrouver, tu vois, celui-là de risque, on a une absence de contractualisation entre l'État et l'université. Si on met en place un contrat, on passe de là à là. L'impact sur le développement, il est fort. L'impact sur l'équilibre financier, il est fort. Le délai, il est un peu long à mettre en œuvre. Et l'impact sur le développement économique et culturel, il est compliqué. Là, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Et pour revenir à ce que tu disais, Maïté, tout à l'heure, quand on est ici, on n'a pas du tout mis en place de plan d'action et on n'en parlera pas du plan d'action. Mais on sait que la prise de décision de mettre en place une contractualisation avec l'État nous sécurise grandement. Donc, si le décideur décide qu'on va travailler sur cette sécurisation, après, tu mets en place un projet de mise en place de contractualisation et on sort de l'outil, en fait. À la limite, l'outil, on peut refaire une boucle si on est vraiment dans le process ISO 31000. On le reprend dans 6 mois, on recheck l'ensemble des risques et on voit s'ils ont évolué. Tu vois, on voit s'il y a des choses qui ont été mises en place ou pas mises en place. Mais l'outil, il ne sert pas plus que ça. C'est-à-dire, il sert à identifier, à visualiser et à prévoir, à faire un peu de prospective, mais il ne sert pas du tout après sur la mise en œuvre des éléments. Oui. Un complément en contrôle interne, je crois que c'est Nathalie qui est sur le contrôle interne, l'audit interne. En audit interne comme en qualité ISO, le risque serait de garder tous les risques pendant des années pour continuer à les suivre. Il faut savoir à un moment dire, mais ceux-là, on les a traités. Eh bien, on ne les suit plus aujourd'hui. D'accord? Pour garder une logique dynamique sur son système. Et là, ce n'est pas simple ce que je viens de dire, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne les suit plus? Est-ce que ça valait le coup? Et c'est là la différence entre le point de contrôle interne, où on a un point de contrôle qu'on va surveiller au titre du contrôle interne et de l'audit interne, et là, je pense notamment au travail de Nathalie, ou une analyse de risque qui nécessite de suivre des choses à un moment donné ou dans la durée. Donc là, il y a quelque chose qui relève de l'appréciation du chef de projet sur ces sujets. Et il faut juste savoir pourquoi, à un moment, on va sortir des risques d'un suivi long ou pourquoi on va les réintégrer. Hein, donc là, ça renvoie tout à l'heure à ce qu'on disait sur comment on identifie des risques sur un système à un moment donné. Voilà. Donc, je vous prends un autre exemple que j'avais pris l'autre jour, mais sur des risques qu'on a, sur une étude que j'ai faite là, avec un collègue agronome sur les oasis de palmiers dattiers à Ouargla, dans le sud algérien. Ici, c'est les risques humains sur la palmeraie. Et on voit qu'il y a des fois où, quoi que vous fassiez, le risque, il ne va pas bouger, quoi. On reste dans cette zone de risque. Et dans ces cas-là, l'outil vous permet de mettre le doigt sur le fait que ici, on a un risque et qu'il faut vivre avec, ou il faut le prendre, ou il faut vivre avec. On a ici un certain nombre de critères aussi, de leviers. Donc, vous voyez, le dernier, c'est la génération d'économies, c'est la création de richesse. Quand on parlait de risques positifs, en ISO, en fait, on peut utiliser les leviers pour observer le côté positif du risque, en fait. Ici,
on a des résolutions de risque. Alors, on passe de là à là, donc le moyen de maîtrise, il n'est pas très efficace, on va dire, sur le niveau du risque, mais par contre, on sait qu'il est générateur de richesse et qu'il ne coûte pas très cher pour l'agriculteur. Et il a un impact sympa sur la palmeraie. D'accord ? Donc, on va pouvoir travailler comme ça sur nos risques. Alors, vous voyez que les risques humains, là, ils ne sont pas… on n'a pas beaucoup d'éléments de travail. Par contre, si on est sur de la biodiversité, ici, quasiment tout ce qu'on propose fait sortir, en fait, de la zone rouge. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté visuel, en fait. Quand je regarde ici ma biodiversité, on voit que ce qu'on propose, ça a un effet. Ça a un effet immédiat. On voit que c'est ce qu'on a proposé comme solution, ça a un effet sur le risque. Quand je regarde le rapport humain, on voit que l'effet, il est beaucoup moins évident, quoi. Donc, ce qu'on a proposé sur les problématiques liées à l'humain dans ce système-là, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Excusez-moi, c'est Sylvie Quinet, j'aurais une question. Est-ce que, si je comprends bien l'outil que vous venez de présenter, la maîtrise des leviers, lorsque vous avez identifié la somme des risques autour du projet, les leviers sont tous les mêmes pour tous les risques? Oui, sur le même niveau d'observation, oui, et c'est même bien de l'avoir. Par exemple, sur le rapport Vanuatu, on a observé 4 systèmes différents, la gouvernance, le pilotage, la formation, le numérique. On a gardé le même système de levier. Ça permet d'avoir une comparaison facile, en fait. Ah oui, d'accord, merci. Sylvie, en complément, lorsque, par exemple, on choisit des leviers, par exemple, le délai de mise en œuvre, le coût RH, l'influence qu'on a, on peut très bien, pour un risque de données, si un des leviers ne correspond pas, ne pas le renseigner. D'accord. Oui, bien sûr. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai identifié avec les collègues les leviers qu'on allait suivre, il peut arriver que pour un risque donné, un levier n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, je ne le renseigne pas simplement. Non, on ne renseigne pas. Mais disons que ça permet… Et si par exemple, j'ai besoin pour 2-3 risques d'un levier spécifique, ben, j'en rajoute un rien que pour eux. Qui permet de donner aussi Parce que l'enjeu de l'analyse de risque, c'est bien d'aller vers la prise de décision éclairée. Moi, j'aime bien le mot éclairé. Et les leviers, c'est les éclairages qu'on va mettre sur les éléments de maîtrise du risque qu'on va choisir. Donc, j'ai dit, allez, pour maîtriser ce risque, il faut que j'embauche un spécialiste sur les maladies nosocomiales. Et pour maîtriser ce risque, il faut que je fasse ça. Pour toute la partie statistique, analytique et autres, j'ai besoin qu'il ait cette compétence-là en plus des autres. Eh bien, je vais prendre des éclairages sur ça. Est-ce que j'ai les moyens de le recruter à un niveau? Est-ce que je peux, par exemple, l'attractivité, par exemple, à la PHP, vous avez certainement une attractivité forte. Est-ce que les salaires peuvent être élevés? Et du coup, je vais inventer, tu vois, je ne connais pas la situation, mais je vais pouvoir inventer des éléments d'analyse de cette solution que j'ai faite pour l'éclairer avec ma propre problématique d'établissement. D'accord. Et est-ce qu'il est possible pour cet outil, puisque nous, enfin, alors le Centre de formation et développement des compétences de la PHP, c'est quand même 50 structures, formation initiale, formation continue, spécialisée, etc. On est donc certifié ISO 9001 et Calliope depuis cette année. Pour autant, chaque structure est autonome, même si la démarche qualité est transversale. Et donc, toute la difficulté, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant cet outil, toute la difficulté est effectivement d'arriver en local à avoir une cartographie des risques et d'arriver à centraliser les risques prioritaires. Et à ce jour, je n'ai pas d'outils pour faire ça. Et donc, je trouve votre présentation extrêmement intéressante et j'essaye de réfléchir à comment on peut effectivement utiliser cet outil pour essayer d'avoir des risques plus prioritaires, plus transversaux. Et je crois qu'on avait déjà eu cette discussion il y a quelques temps déjà. Oui, mais Sylvie, je pense que si tu le souhaites, et je pense que Thierry et moi on est OK, rien ne nous empêche qu'on se refasse une réunion rien que tous les 3 pour bien étudier ta problématique et voir si oui ou non ça peut t'aider et comment.
Merci. N'hésite pas à nous redemander qu'on ait un temps d'échange spécifique pour pouvoir aller un peu plus loin et venir alimenter ta réflexion si tu le souhaites. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à ta réflexion, par rapport à ta réflexion en particulier, j'imagine très bien, en fait, pour 50 établissements, faire une préétude. Tu vois, typiquement, on peut l'utiliser comme ça, faire une préétude risque, où on va déterminer avec un petit groupe de spécialistes. En fait, on ne vous a pas parlé de comment on fait, en fait. Mais on travaille avec un groupe de travail, en fait, en général, un groupe d'experts, et on va déterminer un certain nombre de risques qui seraient globaux à l'ensemble des 50 structures. D'accord? Ouais. Et après, Ouais, tout à une fait. fois, ça permet de déterminer, en fait, ce bloc-là, ce bloc-là, qui est dans l'absolu, les risques existants sur le système qu'on observe. D'accord? Et après, pour chacun des 50 entités, on retravaille sur qu'est-ce qu'eux, ils ont comme moyen de maîtrise et qu'est-ce qu'ils ont comme quelle est leur maîtrise de ces moyens de maîtrise. Ça va te permettre, en fait, d'identifier des profils dans tes 50 établissements. Tu vas pouvoir identifier des profils et comparer ou faire des blocs et voir où est-ce que tu as des choses en bench, en fait, où est-ce que tu as des choses intéressantes à récupérer pour les autres organisations. Et peut-être que tu vas identifier, je dis n'importe quoi, mais le profil du service radiologie, ce n'est pas le même du tout que le profil d'un service d'analyse, et ce n'est pas le même qu'un service en pédiatrie. Enfin, tu vois, j'en sais rien, hein, je parle d'un truc que je ne connais pas. Mais on va pouvoir établir des grands profils, et après, tu vas pouvoir voir si, globalement, ton service, le service que tu observes à un instant T, il est conforme au profil, il est dans le moule du profil ce type, en fait, de structure, ou est-ce qu'il ne l'est pas, il l'est en moins ou il l'est en plus. De même, travailler comme ça, quoi. De même, ça peut être aussi, tu peux le travailler autrement, c'est-à-dire tous les risques qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et qui restent dans le rouge, on les remonte pour voir comment collectivement on peut s'aider les uns les autres. Ou avoir une démarche d'assurance, mettre en place un contrat d'assurance pour tenir quelque chose. En fait, l'approche à mettre en place, c'est celle qui va servir votre organisation, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant cet outil, c'est qu'il y a déjà eu un gros travail de fait. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de risques à travailler en transversal. Néanmoins, je trouve que l'idée effectivement de faire avec un groupe, de faire remonter l'ensemble des groupes, dans l'ensemble du groupe, l'ensemble des risques qui apparaîtraient au travers de l'analyse de cet outil, permettrait effectivement ensuite de les faire redescendre et de les retravailler avec un aller-retour, voilà, sachant qu'il y a déjà un gros travail d'engager. Voilà. Merci beaucoup. Philippe, vous aviez une question? Oui, merci. Je me demandais si avant de procéder à l'analyse des risques, alors d'abord, si vous procédiez donc par groupe, ça veut dire par des focus group, par des méthodes Delphi, des choses comme ça, c'est ça? Ouais, d'accord. Et est-ce que vous reconstruisez, avant de procéder à l'analyse des risques, aux logiques d'action de l'organisation, à partir d'approches de type arborescence causale ou des choses comme ça, de façon à ne pas, au moment où on procède à l'analyse, à ne pas insensiblement glisser d'un niveau logique à un autre, qui fait qu'on se perd après, on ne sait plus à quel niveau on intervient. Est-ce que vous fixez ces choses-là par une méthode de type GCP ou Moi, je suis pas allée dans l'approche que tu poses là, de manière, je dirais, de manière tout à fait théorique et consciente. Par contre, du point de vue pratique, lorsque j'ai travaillé avec certains groupes, on a redessiné, par exemple, les process avec tout ce qu'ils avaient déjà fait, toutes les actions qu'ils avaient déjà mises en œuvre. C'est-à-dire que sans rentrer dans l'analyse des causes immédiatement, pour ne pas être que dans de l'analyse,
parce que là, j'avais besoin qu'ils soient sur leur réalité à eux et que je ne voulais pas les emmener dans de la méthode trop lourde. On a quand même identifié tout ce qu'ils avaient déjà fait pour que ça s'améliore et que ça marche, par exemple. Donc, je dirais que ce que tu poses là comme question, ça va vraiment dépendre du système que tu observes et du collectif que tu as autour de toi. Il y a des sujets sur lesquels il faut rentrer dans de l'analyse de cause. Il faut rentrer dans du Ishikawa pour aller plus loin. Il faut prendre des méthodes d'analyse parce que tu as besoin d'approfondir pour que tu n'aies pas un seul risque sur quelque chose, mais par exemple des risques qui se découpent. Et ça fait vraiment partie des choix de méthode que tu vas prendre en fonction du système que tu observes. Je pense que Thierry, tu vas remonter les différentes méthodologies. Ouais, c'est ça. Je voulais juste repartir. Et ce choix de la méthode pour identifier, elle varie selon le système que tu observes. Quand on travaille avec un enseignant-chercheur sur un projet pour faire l'analyse des risques d'un projet, d'ailleurs, le groupe, il se réunit aux chercheurs chefs de projet et à nous. Quand on est sur un problème organisationnel, on va essayer de prendre des acteurs divers et variés, et puis selon la tension que le collectif vit. Hein. Et je ne sais pas, Philippe, si tu avais travaillé avec Alain Gonzalez, qui était le président du réseau Formation Continue. Alain, on a travaillé avec lui sur l'analyse des risques en formation continue il y a quelques années, quand il était encore en poste. Et je ne sais pas s'il avait repartagé avec vous tous les résultats ou pas. Je n'ai pas ces résultats du travail, mais on avait partagé avec lui. En fait, mon problème, c'est toujours dans les situations d'analyse de risque, on a tendance à poser comme contexte tous les éléments sur lesquels on ne peut pas intervenir. Hein, voilà. Et évidemment que dans une organisation, et notamment dans les organisations administratives, dans les logiques, dans des environnements de type adhocratique, etc., comme les labos, bon, la question ne se pose pas vraiment comme ça, mais dans toutes les organisations de type bureaucratie, bureaucratie mécaniste, etc., on a la hiérarchie, la décision se construit selon des logiques hiérarchiques. En tout cas, on prétend qu'elle se construise sur une logique hiérarchique. En tout cas, les décisions n'échappent pas à ces environnements hiérarchiques. Or, selon où on se situe dans ces organisations, les projets que l'on mène sont en partie déterminés par les décisions ou les non-décisions prises à d'autres niveaux hiérarchiques. Si on ne les inclut pas dans l'analyse, ou si on ne fait pas en sorte de pouvoir intervenir dessus, on les pose comme un facteur de contexte, auquel cas ça échappe à la capacité qu'on a de maîtriser les risques. C'est ça le problème. Pour moi, j'ai besoin d'un outil d'analyse des risques qui me permet d'inclure ceux qui sont répartis dans des espaces hiérarchiques sur lesquels je n'ai pas d'influence. Alors moi, j'intègre tout. Moi, j'intègre tout, Philippe, quand je travaille. Et après, je travaille sur le niveau d'influence dans les leviers. Oui. C'est-à-dire, j'intègre tout et je dis, si je parle de là où je suis moi aujourd'hui, il va me falloir, mon niveau d'influence, il est faible sur ce sujet. Par contre, si dans le groupe de travail, j'ai l'appui d'un vice-président, d'un directeur, allez, il est là, et ben du coup, le niveau d'influence augmente. Et c'est dans les leviers que je le traite. C'est-à-dire que dans l'identification des risques, je prends tout indépendamment des niveaux hiérarchiques de où se passe le problème et j'intègre un levier sur le niveau d'influence en faisant le choix de où je regarde. Hein. Mais par exemple, si tu t'entends très bien avec ton directeur ou ta directrice, bah, tu considères que tu as le niveau d'influence qui représente cela, puisqu'il va avoir confiance dans ce que tu vas proposer. Et pardon, j'ai une question, ou une remarque. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Très bien. Pardon. Est-ce que justement, on ne peut pas le croiser avec un outil comme… je pensais justement à un outil que Michel Crozier avait développé sur justement les enjeux, l'idée d'influence, des freins, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas être, par exemple, quand on fait une stratégie de changement, on fait le réseau des acteurs, on cherche, on identifie et on essaie de trouver les acteurs, tous les acteurs du projet. Et ça peut, en fait, le relier. Enfin, je ne sais pas, j'ai cette idée. Mais…
En fait, on peut le relier à pas mal de choses. Alors, je vais revenir dessus après. Juste, tu vois ici, typiquement, j'ai mon influence de l'agriculteur, l'influence de l'État, Philippe, dans les leviers. Voilà. Et moi, j'interviens aussi quand j'ai des niveaux d'influence, je les mets. Influence de mon président, hein, influence du président de l'université, mon influence à moi, mon niveau de décision à moi, et le niveau de décision d'un tel qui intervient sur le risque. Tu peux les positionner sans aucun problème. La méthode, en fait, cet outil-là, c'est un outil qui est capable de collecter des risques perçus, d'accord, de les analyser et de faire en sorte qu'on puisse visualiser les éléments de prise de décision. Mais il sait faire que ça, et il fait déjà ça, si j'ose dire. Un des constats, moi, que j'avais fait aussi, c'est que la plupart des gens qui sortent d'écoles supérieures, quand on leur fait un cours d'analyse de risque, on leur fait 2 heures sur la méthode AMDEC, et du coup, ils savent faire gravité fois occurrence fois non-détection égale criticité, et donc ils savent faire des analyses de risque. En général, ça me fait un peu hérisser le poil, parce que ça, ce n'est pas d'analyse de risque, c'est tout au mieux de l'identification, et encore. Néanmoins, c'est des méthodologies qui sont ultra pertinentes dans le domaine de l'industrie, qui sont dédiées à de la prise de décision et à de la mise en conformité d'objets, de systèmes, etc. Et je veux dire, ceux qui savent les utiliser, ils les utilisent souvent très très bien. Et comme je dis souvent, je préfère qu'Airbus, ils utilisent ça pour faire voler leurs avions que la méthode Void, hein, soyons clairs. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans Avoid, et j'ai travaillé avec des experts de l'AMDEC, notamment en bossant avec eux au CEA, c'est que les résultats en fait, qu'on va trouver dans d'autres méthodes d'analyse de risque, on peut les intégrer dans Avoid. Et ça devient super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si je reprends la méthode étape par étape, on collecte le matériel à analyser. Donc, pour collecter le matériel à analyser, on va soit faire de l'analyse de système, hein, tout simplement, on va utiliser l'organisation technologie ressources humaines et puis on va échanger autour des risques de ces 3 items-là. On va pouvoir faire des Chikawa. Je passe assez vite parce que je vois le temps qui tourne aussi. On va pouvoir utiliser de l'audit de process. On va remonter sur l'audit de processus et on va échanger avec les gens qui travaillent là-dessus. Je vous conseille un très très bon bouquin, Les risques dans l'approche processus, par Vincent Yacolard, qui est super intéressant là-dessus d'ailleurs. Et puis on va utiliser n'importe quelle analyse de risque en fait, puisque n'importe quelle analyse de risque commence par faire de l'identification et par travailler sur la gravité, c'est-à-dire l'impact, la probabilité, c'est-à-dire l'occurrence, et pour certains, la non-détection éventuelle. Mais globalement, c'est la même chose en fait, hein. Quelles que soient les méthodes de risque, on est toujours sur impact par probabilité dans tous les cas. Donc, on va pouvoir utiliser du Mossar, on va pouvoir utiliser de l'AMDEC, on va pouvoir utiliser du ASOP, des arbres des causes, etc. Donc, quel que soit le système qu'on utilise, on va pouvoir réintégrer dedans. Moi, les post-it, c'est un outil que j'aime bien aussi. Les focus groups, c'est quelque chose que j'aime bien. Une chose que fait pas Avoid, c'est qui est difficile à faire en fait dans Avoid, c'est l'interconnexion, en fait, les effets du risque sur un autre risque. Vous savez très bien que quand on propose une solution à un endroit, peut-être qu'on dérègle en fait un autre endroit. Et ça, en fait, je n'ai toujours pas trouvé, mais je vais finir par trouver un jour, comment on peut intégrer ça dans Avoid. En attendant, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, mes risques, je les positionne dans une mind map, et puis après, je regarde avec des flèches qui engage quoi et qui fait bouger quoi. Une fois qu'on a ces risques, on va les rentrer dans le tableau, hein, on les identifie, on évalue l'impact et la probabilité avec ces fameuses grilles de KPMG dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup sur de non significatifs à très significatifs, parce que c'est assez général et c'est en général ce qu'on dit aux stagiaires qu'on forme. Mais
on peut imaginer qu'il y en ait plein d'autres et en fait, on peut utiliser tous ces degrés-là sur de la crise environnementale, de la crise de réputation, de la crise de réglementation, degré d'implication de la direction, etc. Et vous pouvez inventer des vâtres sur Et des vous pouvez systèmes inventer les vôtres, particuliers. oui, bien sûr. Vous pouvez Avec inventer un les groupe, vôtres. ça peut être intéressant aussi de… Ce qui est intéressant de les avoir là, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de les expliquer. Quand vous arrivez pour travailler avec un groupe, vous n'avez pas besoin d'expliquer aux gens ce que c'est qu'un impact, ce que c'est qu'un seuil d'acceptabilité, ce que c'est… On s'en fiche en fait de ça. L'idée, c'est de leur dire, voilà, vous avez une grille là. Moi, ça, quand on travaille avec des gens qui sont experts d'un domaine, ils savent se positionner sur cette grille-là. Je prends souvent l'exemple du… moi, je suis joueur de poker. J'ai un compte en banque. Je sais combien il y a dessus. On va faire une partie ensemble. On décide de mettre 1 000 € sur la table. Vous savez, en fonction de votre niveau de jeu, en fonction de l'état de votre compte en banque, si le risque que vous prenez, c'est un risque qui est non significatif. Si 1 000 € pour vous, si vous les perdez, ça ne pose aucun souci. Si il est mineur, si vous perdez 1 000 €, vous les avez perdus. Si c'est modéré, c'est-à-dire que ça va commencer, vous allez commencer à l'avoir un peu mauvaise. Significatif, c'est votre conjoint qui va l'avoir mauvaise. Puis très significatif, c'est votre banquier qui va l'avoir mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si je dis on joue 1 000 €, vous savez très bien vous positionner sur cette grille-là, en fait. Sans aucun problème. Et ça, en fait, ça fonctionne systématiquement de la même façon quand on est expert d'un domaine. C'est pour ça que je dis qu'il faut être expert du domaine pour pouvoir faire le risque. C'est-à-dire, on a un chef de projet qui est en train de monter son ANR, il est expert de son projet. On va travailler sur le risque immobilier d'une université, on va travailler non seulement avec le directeur de l'immobilier, avec les équipes en place, parce qu'il y a des équipes techniques qui ont besoin. On va peut-être aussi inviter un expert externe qui aura un regard un peu neutre sur le système et qui pourra l'observer autrement. Donc, la construction d'un groupe de travail autour de ça, elle est vachement importante. C'est encore une fois, ça va dépendre du temps qu'on a, de ce qu'on veut en faire et d'où on veut aller. Est-ce que vous avez des questions? Comme le temps tourne, je voudrais surtout qu'on puisse continuer à vous écouter s'il y a des questions qui n'ont pas été traitées. Peut-être continuer la démonstration vite fait. Donc, on détermine ici l'impact et la probabilité. Hein. Ça va nous déterminer la première matrice. On va aller continuer à travailler sur le moyen de maîtrise existant. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui existe? Comment je recote mon risque par rapport à ce moyen en termes d'impact, de probabilité, mais aussi de pertinence du niveau de maîtrise. Donc, en fait, là, l'outil permet de rentrer les lignes une par une. Ça nous donne la carte des risques résiduels et la carte des vulnérabilités. On continue le travail d'identification avec les moyens de maîtrise à inventer. Là, on passe en mode prospective. Ça va nous donner la carte résiduelle à échéance, la carte des vulnérabilités à échéance, avec les fameux trois niveaux de choix qu'on va avoir. Et puis après, on va travailler sur les leviers. Par exemple, le délai ici. Le délai ici, il est excellent. Je suis dans le vert. Il est très faible. Je suis dans le rouge. Donc ici, les risques qui sont identifiés là sont des risques qui ont un délai de résolution élevé. Ceux-là, ils ont un délai de résolution faible. Donc si je regarde que ce levier-là, je sais comment me positionner par rapport à mes moyens de traitement de mes risques. Je ne vous refais pas le topo là, mais on a cette carte qui est super visuelle en fait au moment où on travaille avec. Et puis on a le fameux rapport qui reprend en fait le risque, la typologie du risque, le type de risque, les commentaires qu'on a mis, le niveau de risque actuel et la vulnérabilité actuelle. Vous avez la légende là-haut. Les moyens de maîtrise qui sont proposés, existants et à transférer. Qu'est-ce que ça a comme effet? On passe donc du rose au jaune. Et puis, ici, l'analyse et le conseil. Voilà. Donc, les étapes de la méthode, on les a là en 10 étapes. Hein.
On liste en catégorie les risques, on évalue la probabilité du risque brut, on identifie les moyens de maîtrise et on évalue le niveau d'assurance de ces moyens de maîtrise, on identifie les moyens possibles à inventer ou à transférer, on les réévalue, et puis on accompagne la prise de décision, on produit un rapport d'analyse et on communique et on décide. Les points de vigilance à avoir, c'est que ça repose sur de l'analyse de risque perçu. Donc, comme quand on fait de l'analyse de risque perçu, on n'est pas exhaustif forcément, hein, et on va forcément oublier des risques. Et c'est la composition du groupe de personnes interviewées qui va donner la pertinence du résultat. Voilà. Et donc, l'outil, c'est cet outil-là. Donc, quand il est en mode vierge, on l'a comme ça. Donc, on a une première page sur l'identification de projet, une deuxième page ici où on va pouvoir remplir les différents risques qui sont les différents risques qu'on va avoir sur le projet. Ici, on a des listes déroulantes qui vont nous permettre à un moment donné, donc là, j'ai mon R1, okay. J'ai mon risque 1. Ce risque 1, quand ma carte elle est bien vierge, ici, dans la légende, j'ai bien mon risque 1 qui apparaît. Carré, excusez-moi. Le risque 1, ok, ça on remplit ou on ne remplit pas, pour l'instant on ne va pas le remplir. C'est un risque très significatif probable. Donc ça nous fabrique la première boule qui est là. On a un moyen de maîtrise existant qui va avoir un effet à la fois sur l'impact et sur la probabilité. D'accord, ça le minimise un petit peu. Donc ça nous fabrique notre deuxième. On voit que le risque il passe de là à là. Le niveau de maîtrise, il est par contre très faible. Donc, on va être sur un niveau de vulnérabilité qui est ici. D'accord? On va inventer des choses pour voir ce que ça... On va inventer des choses, on va mettre des choses en place. Voilà, j'ai mis ça en place. Ça a assez peu d'effet sur l'impact, ça a assez peu d'effet sur la probabilité. Mais par contre, ça me permet de maîtriser beaucoup mieux mon système. Et là, on voit du coup que le risque ne bouge pas. Mais par contre, on passe de là à là en termes de vulnérabilité. Derrière, on va avoir notre levier 1 qui va être le délai, par exemple. Le délai, il est très bon. Le coût, il est élevé, donc on a peu de maîtrise du coût. Mon niveau d'influence, c'est pas moi qui décide. Et du coup, ici, on va retrouver dans les leviers le délai, le coût, le niveau d'influence. Et là, comme ça, vous pouvez en mettre 9 en fait de levier. Donc, vous voyez, l'outil est assez simple, assez basique. Ça vous fabrique le rapport en remettant ce que vous avez mis avec les fautes d'orthographe qui vont bien. Et ici, vous avez une zone d'analyse à compléter, blablabla, et une zone de conseil à compléter. Et puis après, vous faites imprimer et votre truc, il est imprimé. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ah ouais. En fait, on a travaillé vraiment pour aller le plus loin possible dans ce qui facilite l'usage de l'analyse de risque pour des non-spécialistes du risque. Quand moi, j'ai commencé à travailler avec Thierry sur le sujet, il y a maintenant une dizaine d'années, je ne connaissais rien au risque et je devais en traiter. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, je dis, mais là, moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Là, je ne veux pas expliquer aux gens, etc. Et le développement de la méthode, et Thierry y a beaucoup travaillé, vraiment vise un usage facilitant pour aussi bien le spécialiste du risque que l'équipe, que le décideur. Hein, on est vraiment sur la chaîne des acteurs concernés, quoi. Et juste petit détail, mais si vous... je pense aux collègues qui travaillent un peu avec l'étranger, mais si vous remplissez en anglais, en fait, vous avez le mapping en anglais. En fait, les cartes se font en anglais, le report se fait en anglais aussi. Donc, si vous remplissez le tableau en anglais, il est en anglais. Et je pense qu'il va basculer dans d'autres langues
d'ici quelques temps. Mm. Pour ceux que ça intéresse, on anime une formation 15, 16, 17 juin 17 juin. à Montpellier. Ouais. En présentiel, c'est une formation de 3 jours. Le premier jour, c'est présentation des fondamentaux du risque et déroulé de la méthode. Le deuxième jour, c'est une mise en situation où en fait, on prend vos cas personnels, vous venez avec, en fait, on échange un peu avant, puis vous venez avec vos cas et on pose sur la table des cas par petits groupes. On travaille sur un cas que vous amenez vous et on fait l'analyse de risque de ce cas-là. Ou sur le cas de quelqu'un d'autre. Ou sur le cas de quelqu'un d'autre, mais on essaye de ne pas venir avec « je voudrais étudier les risques de mon université » parce que là, ça peut devenir vite conséquent. Et puis, le troisième jour, il est consacré à la fabrication du rapport et à la lecture des cartes et l'analyse des cartes. Être capable d'avoir un petit peu de regard et d'analyse sur ce que ça sort. Et ce n'est pas si simple que ça, même si c'est facile à monter. Vu que l'outil automatise la production de l'analyse, il faut être capable derrière de la faire, l'analyse. Et là, il y a un petit travail sur lequel on passe du temps. Un peu de temps. Ouais, et puis, il faut comprendre aussi le fonctionnement de la création de la carte, en fait. À un moment donné, comment on passe du risque à la vulnérabilité, c'est important parce que quand on échange avec certains collègues, on a de temps en temps des ronchons qui nous demandent comment ça marche et si on n'est pas capable de l'expliquer, ça fait un peu moyen, quoi. De toute façon, vous savez où nous joindre, vous avez nos coordonnées, donc vous revenez vers nous. Voilà. Sylvie, on est à ta disposition si tu as envie aussi de rééchanger sur le sujet, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour ce matin. Pour obtenir l'outil, c'est là où il faut aller sur le site, quoi, c'est ça. Voilà, c'était la question. Est-ce qu'il y a des éléments sur le site pour s'inscrire, pour les devis, Alors, l'outil, il est en licence Creative Commons. Donc, en fait, il est accessible. Je te l'ai envoyé, Stéphane, hier soir. Tu l'as, toi? Je parle pour la formation. Alors, pour la formation, sur le site, en haut, dans le bandeau, il y a le lien, en fait, sur la fiche de formation. Et après, il faut prendre contact avec l'association CARES. Mais où tu repasses par moi et puis je te remets en lien avec le collègue qui s'en occupe. Ouais. Okay. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, donc pour obtenir le fichier, pour obtenir l'outil, moi, je peux vous envoyer le lien aux gens qui ont participé pour télécharger l'outil et l'essayer, etc. Après, très franchement, sans formation, ça a l'air facile quand je le fais moi. Quand on joue avec Sabine, ça a l'air super facile. Dès que vous vous retrouvez devant l'outil tout seul, la formation est la bienvenue, en fait. Ouais. Et c'est bien de pouvoir appeler quand il y a besoin. Les gens qu'on a formés souvent nous rappellent en disant j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses, je suis bloquée, mais au fait c'était quoi, par où je devais passer, je ne sais plus. Et du coup on reste en accompagnement très clair même après la formation pour que ça devienne votre outil et pas un outil que vous soyez à l'aise avec. Je vous renvoie éventuellement l'adresse du lien, j'ai vos coordonnées, je vous renvoie l'adresse du lien et puis le lien d'inscription à la formation CARES si ça vous intéresse. Et puis éventuellement le lien de téléchargement aussi pour récupérer l'outil si vous voulez commencer à tester et jouer un peu avec. Ouais. Fait comme ça? Déjà fait. Ok, et très bien. Merci à vous. Bonne fin de journée alors.